samedi 21 mars 2015. Cette semaine dans le grand show de l'info, les départementales c'est demain et le Vaucluse va-t-il basculer à l'extrême droite? Étude à venir. La Suisse n'est désormais plus considérée comme un paradis fiscal. Toutes les explications à suivre dans le grand show de l'info. Nous parlerons ensuite du Liban où un ministre mène une forte croisade contre la corruption, notamment dans les restaurants. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Avec de très bons scores aux dernières élections municipales puis européennes, le Front National nourrit de très sérieux espoirs de l'emporter au départemental dans le Vaucluse, aux mains du PS depuis près de 14 ans. Alors le Front National peut-il justement l'emporter? Toutes les explications à suivre. C'est donc la dernière séance de la mandature. Une dernière séance du Conseil général qui a lieu un vendredi 13 mars. De quoi rajouter un peu de piquant aux élections dans ce département où tout est ouvert, car le Vaucluse fait partie des quelques départements qui pourraient basculer à l'extrême droite. Je crois que les gens en ont assez et voilà. Des fois, ils sont pas Front National. Des fois, ils en ont marre, mais ils vont pas voter. Parce qu'ils en ont marre. Philippe Lotiot est candidat du FN dans un des 3 cantons d'Avignon, la ville où il était arrivé en tête au premier tour des dernières municipales. Pour lui, il y a un espoir raisonnable de gagner. Son parti est d'ailleurs le seul à présenter des candidats dans les 17 cantons du département. On a quand même énormément de villes qui sont à plus de 40%, qui ont voté le Front National à plus de 40%, voire 50%. Donc si vous voulez, on est largement au-dessus des moyennes nationales. Quand vous prenez même aux européennes, le Vaucluse était à 36. On a fait plus aux européennes que l'UMP et le PS réunis. Après sa cuisante défaite au municipal, à Avignon, l'UMP a aujourd'hui bien du mal à exister. Plus que jamais divisée, elle doit faire face à la multiplication des dissidences, jusqu'à des transferts vers les candidats de Marine Le Pen. Mais son chef de file, le sénateur Alain Defaux et Stéphanie Paris, font mine de l'ignorer et préfèrent dénoncer une campagne démagogique du Front National. Tracts distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de notre canton, ils ont vraiment un discours national. Ils ne parlent pas du tout des problèmes sociaux de notre canton, des problèmes d'emploi, pas du tout. Je ne sais même pas s'ils connaissent l'intégralité des compétences des conseils généraux. Le Parti Socialiste, qui tient le département depuis 2001 avec son baron local Claude Haut, espère lui aussi limiter la casse, mais avec un seul siège de majorité dans l'Assemblée sortante, il sait que la tâche sera rude, même si la gauche se présente largement unie, alors il n'hésite pas à agiter le chiffon rouge. On voit bien quand les collectivités, les communes ont été prises par le Front National, on en a eu une ici dans le Vaucluse récemment, donc le Pontet. La première action qui a été faite, c'est de supprimer les aides qui étaient apportées aux familles pour la cantine. Alors quand vous voyez des choses comme ça, on peut se dire que sur l'ensemble des compétences, notamment sociales du département, on va aller vers quelques difficultés majeures. Mais c'est peut-être l'autre parti d'extrême droite qui pourrait contrarier les ambitions du FN, la Ligue du Sud du couple Bompard. À Bolène, Xavier Fruleux, le binôme de Marie-Claude Bompard, y affronte des candidats frontistes comme dans 5 autres cantons. Une guéguerre qui laisse des traces, difficile alors de qualifier les relations avec le FN. Ce sont des relations courtoises, des relations... Et en même temps des relations, si vous voulez, je ne saurais même pas les qualifier. En tout cas, pour faire basculer ce département qui compte parmi les plus pauvres de France, le Front National devra l'emporter dans 9 cantons sur 17, à moins qu'il ne parvienne à convaincre quelques conseillers de se rallier à lui. L'entre-deux-tours promet d'intenses tractations. Une petite surprise cette semaine, l'OCDE a en effet affirmé que la Suisse n'était plus considérée comme un paradis fiscal. Alors pourquoi cela et comment la Suisse n'est-elle plus un paradis fiscal? Toutes les explications, c'est dans ce sujet.
La nouvelle est tombée lundi dans la plus grande indifférence. Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales a jugé que le cadre légal suisse était conforme aux standards internationaux en matière d'entraide. En termes moins abscons, le Forum mondial, qui dépend de l'OCDE, sort la Suisse de la liste des mauvais élèves de l'entraide fiscale comme Brunei, le Liban ou Panama. Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que le groupe des pays examinateurs qui a chaudement salué les progrès de la Suisse est présidé par la France. Or, Paris a toujours été en pointe, notamment avec les États-Unis, pour dénoncer l'opacité de son petit voisin. UBS a d'ailleurs été mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et sommé à verser une caution de 1,1 milliard d'euros. Quant à HSBC Private Bank à Genève, c'est encore l'Hexagone qui a mis à jour ses méthodes peu orthodoxes pour blanchir l'argent. Bref, l'opinion publique risque de s'étonner que la Confédération devienne brusquement une assez bonne élève, presque fréquentable. Pour le journaliste suisse Yves Grenier, auteur de La fin du secret bancaire, il rappelle qu'en 2009, un analyste financier britannique estimait que 80% des comptes n'étaient pas déclarés. Alors quelles sont justement ces améliorations apportées par la Suisse pour que le Forum fiscal mondial lui accorde l'examen de la phase 1 et l'autorise à tenter l'examen pour accéder à la phase 2, celle des très bons élèves? La phase 1 ressemble en effet au cancre de la planète, comme la République de Nauru qui ne répond même pas aux commissions rogatoires internationales, ou l'île de Dominique, capable d'affirmer que sa documentation bancaire mal protégée a été dévorée par les rats. Eh bien en premier lieu, Berne accepte à présent, du moins sur le papier, l'entraide fiscale. On l'a vu concernant le dossier Jérôme Cahuzac. Tout récemment, à la demande de Monaco, la justice suisse a également perquisitionné les ports francs de Genève. Ensuite, la Confédération a multiplié ses conventions de double imposition. Elle échange des renseignements avec 127 juridictions et sur ces 127 accords, 92 sont conformes à la norme. Toutefois, pour rejoindre les premiers de la classe, la Suisse ne doit pas rater l'examen de la phase 2. Si la phase 1 se contente juste de vérifier que la législation suisse est conforme aux règles de transparence de l'OCDE, eh bien la phase 2, elle, se penche sur la pratique. En clair, le pays échange-t-il correctement ses informations? Tout cela n'est pas gagné d'avance. En tout cas, Chypre, le Luxembourg et les Seychelles se sont fait recaler au deuxième examen. Au Liban, pays parmi les plus corrompus au monde, un ministre brise les tabous en menant une opération coup de poing inédite contre ce phénomène endémique qui gangrène impunément société et État. Reportage au Liban. Wael Abou Faour est parti en guerre. Ministre de la Santé, il s'attaque depuis plusieurs mois au manque d'hygiène dans la restauration du pays ainsi qu'aux corruptions. Au début, la campagne a consisté à contrôler au hasard quelques restaurants. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de gros problèmes, une énorme corruption et un manque de sécurité alimentaire pour le citoyen libanais. Même dans les grandes institutions, celles que les citoyens considèrent comme offrant la meilleure qualité de nourriture. Tout a commencé fin 2014 lorsque M. Aboufour a publié des listes de restaurants ne respectant pas des règles basiques de sécurité alimentaire. Plusieurs centaines d'établissements ont été épinglés, dont des grands noms de la restauration, et des hommes d'affaires ont été arrêtés. Un style choc dans un pays classé comme le 39e le plus corrompu du monde. Mon restaurant ne remplissait pas les conditions en termes matériels et de la même façon, mon personnel ne portait pas les bons uniformes. Il y avait beaucoup de détails qui n'allaient pas. La corruption s'est banalisée au Liban avec l'effondrement des institutions du pays pendant la guerre civile de 75 à 90. Elle est devenue pour beaucoup un mal nécessaire pour obtenir des services basiques et pour les petits restaurateurs, elle est parfois le seul moyen de se procurer des denrées alimentaires ou de conserver une licence. Mais la campagne de M. Abou Faour a provoqué un vif débat au sein de la société libanaise. C'est une bonne campagne parce que les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent.
La diffamation envers les propriétaires des restaurants, la diffusion de leur nom n'était pas nécessaire. Il aurait fallu avertir 1, 2 ou 3 fois, puis étudier la situation, contrôler une seconde fois avant de dévoiler leur nom, car beaucoup de restaurants en ont souffert. En plus des restaurants, Wael Aboufaour veut s'attaquer à la corruption dans le domaine de la santé et des hôpitaux. D'après lui, près de 30% du budget du ministère de la Santé se perd dans la nature. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine en images. Dans l'actualité cette semaine, le drame en Tunisie, 21 personnes dont 19 touristes ont été tués mercredi à Tunis dans l'attaque du musée de Bardo par des hommes armés. Les terroristes ont ouvert le feu sur des visiteurs descendant d'un bus avant de poursuivre à l'intérieur du musée situé juste à côté du Parlement. 2 assaillants ont été abattus, d'éventuels complices n'ont pas été retrouvés et jeudi, l'État islamique a revendiqué l'attaque sur Twitter. En tout cas, c'est le pire attentat pour le pays depuis 2002, le premier à viser des étrangers depuis la révolution de 2011. 2 Français font partie des victimes, 7 sont blessés. François Hollande a d'ailleurs confirmé aujourd'hui la mort d'un 3e Français dans l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis. Et Bernard Cazeneuve est venu rendre hommage aux Français et autres morts à Tunis et a appelé au rassemblement. On pourrait parler donc de génocide irakien. L'État islamique et ses combattants sont donc accusés de génocide en Irak par un rapport de l'ONU publié cette semaine. Génocide contre la minorité irakienne yazidi, mais les djihadistes sont aussi accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre sur des civils et des enfants. Un tel rapport peut entraîner des poursuites devant la Cour pénale internationale. Une autre question se pose, l'État islamique aurait-il utilisé des armes chimiques? C'est en tout cas ce que prétend le gouvernement du Kurdistan irakien, cité par l'agence Reuters. Si les sondages ne le donnaient pas favori, Benjamin Netanyahou a en tout cas remporté les législatives de mardi en Israël, au pouvoir en continu depuis 2009. Avec son parti, le Likoud, le Premier ministre va former un nouveau gouvernement. Les députés français ont adopté mardi en première lecture une proposition de loi qui permet de prolonger dans une sédation irréversible les patients en phase terminale sans aller jusqu'à légaliser l'euthanasie comme le réclamaient certains. Les repas dans les cantines scolaires font à nouveau débat. C'est la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem qui a jugé mardi démagogique la décision du maire de Chalon-sur-Saône de supprimer les repas de substitution au porc dans les cantines à partir de la prochaine rentrée. La fusion Lafarge-Holcim aura bien lieu au terme d'une semaine de négociations en continu. Les groupes cimentiers français Lafarge et suisse Holcim sont parvenus dans la nuit de jeudi à vendredi à un nouvel accord de rapprochement. Un vrai soulagement pour les 2 sociétés qui ont bien failli divorcer avant même de se marier. C'était en début de semaine. Et puis la banque centrale américaine, la Fed, a fait mercredi 18 mars un pas supplémentaire vers un début de normalisation de sa politique monétaire en abandonnant son engagement à se montrer patiente avant de relever ses taux directeurs. À l'issue de 2 jours de réunion à Washington, le comité monétaire de la Réserve fédérale a donc une nouvelle fois confirmé le maintien de ses taux directeurs proches de 0, leur niveau depuis fin 2008, afin de continuer à soutenir la reprise. C'était le récap, le résumé de l'actualité de la semaine dans le Grand Show de l'Info. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis, excellente fin de journée à tous, ou fin de soirée si vous nous regardez le soir, et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine toujours sur notre site internet radio-one.fr. Excellente semaine à tous et à samedi prochain.